Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue, mardi 25 février 2025, j'espère que vous allez bien. Moi ce week-end j'ai pris mon premier coup de soleil, je ne sais pas si ça se voit encore, peau qui tire, la peau qui brûle un petit peu, ben oui, le temps était magnifique. Et en plus je recevais des amis, donc j'ai passé le week-end à marcher dans Paris, des dizaines de milliers de pas, les étages de la Tour Eiffel, des visites, de la marche, du soleil, et donc une fin de mois de février chaude. Mais pour Bitcoin, lui, ce mois de février 2025, à moins de quelque chose d'incroyable d'ici le 28 février, ne restera pas dans les annales comme un mois brûlant. Alors, le hack de Bybit, ou la victoire de Coinbase vis-à-vis de la SEC, ou encore SEC Robinhood, les fondamentaux de la finance traditionnelle, la géopolitique, inflation par inflation, récession par récession, dollar américain, taux d'intérêt, Bitcoin, cours du Bitcoin, le cycle est-il terminé, le cycle n'est-il pas terminé? Voilà, et d'autres questions encore. Voilà des questions qui tournent en boucle dans la tête de ceux qui s'intéressent aux tendances boursières et au cours du Bitcoin. Et qui peuvent rendre fous, et qui peuvent amener certains à capituler, à ne plus y croire. D'ailleurs, mais ça je vous en parlais la semaine dernière, les indicateurs de sentiment montrent que la peur augmente, mais pas encore au niveau extrême. Avons-nous besoin d'une ultime frayeur? Avons-nous besoin d'une chasse sous le trading range? Avons-nous besoin d'une capitulation générale? Avons-nous besoin que la grande majorité dépose les armes, capitule pour repartir? Moi, en ce qui me concerne, les amis, restons un peu sur cette métaphore guerrière. Je ne déposerai jamais les armes. Plutôt, y laisser ma peau sur le champ de bataille. Et dites-vous bien une chose, je n'ai pas l'intention de laisser ma peau sur le champ de bataille. Parce que, oui, malgré ce mois de février décevant, qui n'est en fait qu'un mois de février simplement en décalage de la saisonnalité, alors, il est trop tôt pour parler de décalage en termes de répétition de cycle sur le premier trimestre, car il n'est pas terminé, l'espoir fait vivre, mais quand bien même nous serions à la fin du T1 en un décalage sur les outils de répétition de cycle et en termes de saisonnalité statistique, ce n'est pas suffisant, ce ne sont pas des arguments de fin de cycle. Donc, on va parler de tout ça, gentiment, tranquillement, dans une semaine dernière de février, qui sera importante, mais pour les fondamentaux, il y a du lourd cette semaine. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un gros focus sur l'action Nvidia. Oui, Nvidia, ce n'est pas une crypto, je suis d'accord, mais peu importe. Nvidia, c'est la star de la tech US, c'est l'intelligence artificielle, c'est 6% à elle seule, c'est l'action Nvidia du S&P 500. Le secteur de la tech, c'est 32% du S&P 500. S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, tout ce beau monde se donne globalement la main. Parfois, ils jouent dans la cour de récré, ils se donnent pas forcément la main, mais au final, ils sont beaux copains, car ils sont corrélés. Cette semaine, vendredi 28 février, la fameuse inflation US PCE, alors que l'économie américaine donne quelques signaux d'alerte, les licenciements commencent à exploser, et il n'y a pas que Elon Musk qui licencie, il y en a aussi dans le secteur privé. Que se passe-t-il? Que nous réservent les prochaines data macro US de mars pour le coup? Et oui, il faudra patienter. D'ailleurs, je vous rappelle que l'inflation US PCE de ce vendredi 28 février, dont je vais vous parler, y a-t-il une petite espoir de voir ce vendredi 28 février la désinflation reprendre? Et vous le savez comme moi, nous avons besoin, en tout cas la Fed a besoin d'une reprise de la désinflation pour envisager de reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux avant septembre ou décembre prochain. Moi j'y crois pour mai-juin. Et on en reparlera en mai-juin. Et moi j'assume tout ce que je dis. Effectivement, je pensais que ce mois de février, alors il termine dans 3 jours, j'ai peu d'espoir, mais qui serait au moins positif. Bon, s'il termine dans le rouge, j'ai eu tort, mais je vais intégrer ça dans mon analyse, et j'ai déjà commencé. Et ce n'est pas un argument de fin de cycle, c'est un argument de rupture sur une période temporelle bien donnée, et encore, les outils de répétition de cycle étaient favorables sur 2 cycles. Mais en même temps, on n'a que 3 cycles passés. Bon, voilà. Et nous avons un cycle qui prend son autonomie. Et il est grand.
Bitcoin maintenant. Il est moins jeune qu'avant. Et tout le monde sait qu'à un moment ou à un autre, un adolescent, un jeune adulte, il part des chemins de travers. Oui, pas forcément aux règles. Bon, bah là, il n'a pas obéi aux règles. Bon. Et encore, là, je vous parle au 25 février. Hein, parce que si d'ici fin mars, il se passe quelque chose de positif, bah au final, si, il aura obéi aux règles, mais en prenant son temps. Bon, on verra. Donc, on va parler de Nvidia, de l'inflation PC, on va parler aussi du dollar US, de l'euro-dollar. Quel impact la victoire de la coalition CSU-CDU en Allemagne? Quelles conséquences? Bitcoin, le mois de février, pourri, sauf si il finit bien d'ici la fin de la semaine, mais pourri pour le moment, n'est pas un argument de fin de cycle. Je reprends tout ça. Bitcoin, analyse technique, et aussi bien sûr ETH, BNB, Solana et le jeton INJ. Point technique, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on commence par la partie technique avec un cours de Bitcoin qui, quand j'enregistre cette vidéo, est en train d'attaquer le bas du range. Alors, le retour de la peur, je vous en parlais dans l'édition du Cryptos Technical Briefing la semaine dernière. Les bas de range, les fins de consolidation pour Bitcoin se sont toujours faites après une période de peur, et ça y est, depuis hier, nous sommes entrés dans la peur. Donc je vous montre ici le Crypto Fear and Greed Index. Depuis un an, il y a eu 2 jours de peur, et la dernière fois qu'on avait eu de la peur, c'était dans la fin du range de l'été dernier. Donc ici, vous avez l'histogramme du Crypto Fear and Greed Index et en jaune le cours du Bitcoin. Et donc là, nous avons le 2e jour de peur, donc hier, depuis un mois. Vous voyez, sur un mois, il y a eu 7 jours de greed, c'était au tout début de mois. 22 jours de neutralité, et donc ça y est, premier jour de peur avec, donc sur une semaine c'est le seul, sur un mois c'est le seul, sur un an il n'y en a que 2. Premier jour de peur. Alors ça dépend des sites internet, certains nous mettent en extrême fear, d'autres encore en fear, mais effectivement, et on le voit ici donc avec le point de la clôture d'hier, avec donc un retour d'un marché qui a peur. Et lorsque vous regardez la structure de Bitcoin depuis le début du cycle, eh bien on voit que chaque fin de transition, chaque fin de consolidation, de transition latérale, alors soit c'est un trading range, soit c'est une structure en zigzag. Là, c'était un trading range parfaitement horizontal, là une structure en zigzag, c'est fait après donc une période de peur. Alors pas une seule séance, mais plusieurs, on voit. Donc là nous sommes entrés dans cette période toujours. Mais c'est pas suffisant pour dire bien sûr que le bottom a été est fait, mais enfin on rentre dans la période où effectivement on va avoir la dernière partie, ce que j'appelle l'ultime frayeur. Bon bref, donc en tout cas ça c'est une nouveauté. Alors je reprends la structure de Bitcoin, 89 000 $, moins de 92 quand j'enregistre cette vidéo, la structure de prix depuis le début du cycle, cette alternance d'impulsion et de phase de transition, alors qu'ils sont soit latérales, soit qui prennent la forme de zigzag. Et il y a eu à plusieurs reprises ce que j'appelle des chasses à la liquidité. J'ai oublié de mettre ce trait bleu. Des chasses à la liquidité sous le bas du range. Ce fut ici le cas en mars 2023, ce fut ici le cas en janvier 2024, ce fut le cas en août dernier. Et nous sommes donc probablement entrés dans cette période de chasse à la liquidité sous le bas du range. Alors écoutez, là, c'est une situation, quand j'enregistre la vidéo, le marché, donc c'est mardi matin, le marché est en train de dropper. -2, je n'ai pas la clôture ce soir, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais d'un point de vue technique, on voit bien que nous allons rentrer dans cette phase-là, donc de chasse à la liquidité sous le range. Ensuite, quelle forme aura la bougie ce soir? Est-ce que nous allons avoir une clôture sous le bas du range? Clôture sous le bas du range, une mèche. Nous verrons à la clôture ce soir. En tout cas, c'est tout cet espace-là, en fait, qui peut être chassé. Avec alors il y a une mèche ici de liquidité à 85 000 $. Je suis allé voir la map de liquidité pour croiser ça avec les prix. Mais enfin voilà, donc le marché est en train de travailler cette zone. Et donc oui, techniquement parlant, ça va être une semaine là pour le coup décisive. Bon, moi vous connaissez mon point de vue, le cycle est long, je vais vous montrer quelques métriques. Nous sommes qu'en début d'année. Ça c'est un graphique qui circule beaucoup et qui montre la corrélation entre du Bitcoin et la liquidité globale. Donc si vous souhaitez la voir, vous tapez ici sur TradingView, c'est M2 Global Liquidity Index. Alors c'est pas parfaitement corrélé,
il y a toujours un lag, il y a toujours un décalage, mais régulièrement les poussées de liquidité ont permis à chaque fois de quitter les phases de range, et on voit quand même globalement une belle corrélation. Et ce que nous observons, c'est que la liquidité globale en fait est en rebond depuis le début de l'année, mais il y a à peu près 2 à 2 mois et demi d'écart à partir du moment où ça vient apporter du soutien à BTC. On l'a parfaitement vu ici par exemple, lorsque nous avons eu ce long range de 8 mois en 2024. Donc c'est quelque chose qui là nous mène plutôt début mars, mi-mars. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose à suivre. Je vais couvrir de plus en plus. Le stock to flow model, donc on arrive vraiment dans des zones. Alors déjà, ça c'est un graphique qui montre deux choses. Tout d'abord que le cycle est encore long pour Bitcoin. Le cycle est encore long, j'y viens juste après. Mais ce que j'aime bien ici, c'est toujours pour mesurer la peur, pour mesurer le niveau de vente, pour ne pas dire de survente, c'est l'écart, la variance entre le prix du BTC et la ligne du stock to flow model. C'est représenté ici par la courbe qui se trouve dans la partie basse du graphique. Et donc là, c'est pas en temps réel, hein, c'est sur la clôture d'hier. Le modèle, la variance est à moins 1,03 et la fin du précédent bear market, c'était moins 1,07. Ce qui fait qu'en fait, sur cette séance de mardi, si le BTC nous met un moins 4 ou un moins 5%, ça correspond peut-être à 86-87 000 $, on revient pile poil au même écart qu'à l'époque, la fin du bear market. Bon, si on passe en dessous, ça va se compliquer. Enfin, en tout cas, ça fait partie des éléments à suivre. Alors, ici, le prix du Bitcoin en noir et en jaune, le prix réalisé à court terme en analyse on-chain, donc le marché a basculé en dessous, ce qui fait qu'à court terme, les investisseurs court terme, une majorité d'entre eux se trouvent désormais perdants, puisque c'est le prix moyen des investisseurs à court terme. Donc le marché a basculé hier marginalement dessous, là il est en train de s'enfoncer, puisque le prix réalisé court terme est à 92 500 $. Et donc, régulièrement, c'est pareil, si je reprends tous les cycles passés, et notamment le cycle de 2016, on voit qu'il y a eu, en fait, pour atteindre cette peur, en fait, cette peur nécessaire, cette capitulation nécessaire pour envisager une stabilisation et repartir, il y avait eu régulièrement des drops en dessous. Donc là, nous sommes aussi dans un schéma qui se répète. Bon, bien sûr, il ne va pas falloir s'enfoncer trop en dessous, mais nous sommes dans un schéma qui se répète, donc ça, c'est à suivre aussi cette semaine. Bon, moi d'un point de vue technique, j'ai pas changé d'avis, hein. Même si là, nous sommes dans le dur, effectivement, dans la FIR, et même dans l'extrême FIR, selon certains baromètres, moi je garde mon cap, le cycle est encore long, moi je reste convaincu que nous n'avons pas vu le sommet de la vague 5, que nous sommes toujours en train de la construire. C'est un décompte, c'est un schéma sur lequel je suis invariable depuis maintenant plusieurs semaines et voire même plusieurs mois. Nous sommes toujours en train de construire cette vague 4. Cette vague 4 qui peut prendre la forme d'un regular flat ou d'un zigzag, une A, une B, une C. L'autre option, c'est une vague 3 qui se serait terminée ici avec le push du 20 janvier et nous serions dans une vague 4 en zigzag, une A, une B, une C en train de la construire. Ici, la différence entre les sommets étant infime, ça ne change pas grand-chose. Et de manière invariable, une vague 4 retrace une grande vague 3, avec des ratios de retracement entre 0,236 et 38,2. Et ça, ce sont des informations invariables depuis la mi-décembre. Se range entre 91 000 et 82 000 $. Et ben, nous sommes en fait en train de pénétrer dedans. Le marché avait déjà pénétré dedans ici le 12 janvier. Nous repénétrons ici à nouveau dedans, car le marché cherche toujours le bottom de sa vague 4. A noter qu'avec le temps qui est passé, la moyenne mobile à 200 jours ici remonte, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours ici remonte, qui fait donc un intervalle compris entre 85 000 et 82 000 $. Bon, à suivre la clôture de la bougie ce soir, mais au stade actuel, quand j'enregistre la vidéo, donc on est en train de rentrer dans la zone. Et oui les amis, c'est dur, patience, c'est dur, le marché nous malmène, on vient à peine d'entrer dans la peur depuis hier, donc on est vraiment au tout début de ce que j'appelle moi la phase d'ultime frayeur. Pour ça, je vous en parlais la semaine dernière, et je vous confirme, ça ressemble un peu au prix réalisé court terme. En tout cas, c'est un des modèles qui montre que le cycle est loin d'être terminé. Bitcoin garde le lead, la dominance ne casse pas de support, impeccable. Le cycle
est loin d'être terminé. Alors je n'y passe pas à nouveau 30 ans, ça sert à rien, vous connaissez mon point de vue, mais je vous remontre deux graphiques qui me semblent intéressants. D'une part, le cycle de 4 ans qui nous envoie en fin d'année. Tous les cycles précédents connus de Bitcoin, il n'y en a pas tant que ça, mais faisons avec ce qui est à notre disposition, se sont terminés à la fin de l'année qui suivait le halving. Donc ça nous emmène en fin d'année. Moi, je reste dans mon intervalle août-novembre prochain. Et d'ailleurs, j'ai mis à jour ici les moyennes de cycle, les moyennes de fin de cycle. Ça, nous en sommes, nous, actuellement ici par rapport aux moyennes. Et ce sont des durées, il y a des écarts en fait aux durées moyennes qui nous envoient en fin d'année. Donc là-dessus, voilà, nous sommes 311 jours après le halving, on voit qu'il y a de la marge par rapport à la moyenne, beaucoup de marge par rapport à 2020 et 2016, et il y a même encore de la marge par rapport à 2012, qui était le cycle le plus court, mais un cycle tellement loin de nous, il était quand même très différent. Bon, cette semaine, deux temps forts importants. Premier temps fort, les résultats de Nvidia et ensuite l'inflation PCE. Là, je vous montre le S&P 500 parce que le S&P 500, c'est pareil, il est dans la construction de SAVAK 4. Il y a vraiment des points communs. Il y a une corrélation. De toute façon, vous pouvez superposer le S&P 500 et le cours du Bitcoin. Vous verrez des corrélations. Pareil, le marché bute sous son récent sommet, est en train de construire SAVAK 4. La moyenne mobile à 200 jours est en train de remonter ici, à l'approche des cours. Notez que sur Bitcoin, elle est ici, elle est à 82 000 $. Chaque jour qui passe, la voit remonter. Bon, worst case scénario, le pire scénario, c'est de revenir retest le point de cassure ici de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Ça, pour moi, c'est vraiment le pire des scénarios. Nous verrons déjà aussi comment se fera la clôture hebdomadaire. Nous ne sommes qu'en début de semaine. Il y a beaucoup de fondamentaux. Et en particulier, si le marché va être capable de tenir la moyenne mobile à 20 jours ou aller chercher la 30 jours. C'est une moyenne mobile connue, moyenne mobile à 30 semaines, 20 semaines, 30 semaines. C'est celle de Stan Waldstein qui capte bien les cycles. Bon, cette semaine, deux temps forts. Premier temps fort, les résultats de Nvidia. Les résultats de Nvidia qui sont publiés le 26 février. Nvidia, pourquoi c'est important? Parce que c'est 6% du S&P 500. C'est 6% du S&P 500. Nvidia appartient au secteur de la tech, c'est 32% du S&P 500. Ça va avoir un impact énorme donc, sur l'indice phare américain. Il y avait eu le gap de DeepSeek, le marché finalement revenu dedans. On a cette pattern en fait sur Nvidia dont le marché n'est pas sorti malgré DeepSeek. Ça, c'est vraiment une pattern d'essoufflement. L'enjeu de la semaine, c'est bien sûr de ne pas en sortir par le bas. Et le marché travaille aussi sa moyenne mobile à 200 jours. Donc que ce soit sur Bitcoin, où elle est en approche 82 000, sur le S&P 500 et sur Nvidia, ce sont vraiment des gros supports. Ce sont des indicateurs de tendance hyper importants pour les actifs risqués en général. Et donc, il va falloir surveiller ça. À un moment où le secteur de la tech est quand même très cher. Alors, Nvidia n'est pas si cher que ça. Ici, sur TradingView, vous pouvez mettre la plupart des ratios de valorisation. Malgré l'envolée du titre, on est encore plutôt dans une partie basse, en tout cas plutôt dans la moyenne de valorisation des derniers mois. On n'est pas parti en bulle de valorisation sur Nvidia, mais ça, c'est vraiment une pattern à surveiller cette semaine. Le titre compte énormément, c'est la deuxième capitalisation boursière mondiale. Lorsque vous y ajoutez, c'est la troisième capitalisation boursière mondiale lorsque vous ajoutez le gold en première place. Donc voilà, ça va être un des temps forts de la semaine. Et avec toute l'actualité géopolitique, la guerre commerciale, l'inflation US PCE. D'ailleurs, en fin de semaine, vous avez l'inflation US PCE. Et voilà, les résultats de Nvidia et le PCE vont nous faire notre clôture hebdomadaire sur le cours du BTC. Inflation US PCE, c'est en fin de semaine. Alors, elle est à 2,8 actuellement. Elle est à 2,8. La Fed, vous savez que la Fed, elle, veut un taux d'inflation à 2,5 pour réengager la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Cette inflation du 28 février, c'est pas l'inflation de février, elle porte sur le mois de janvier. Malgré tout, est-ce qu'on peut envisager qu'elle reparte au sud, l'inflation core, cette semaine? Alors c'est janvier, moi j'ai pas envie de m'avancer pour janvier, mais en même temps, bon, lorsque je regarde Trueflation, mais plein d'autres indicateurs avancés, le vrai drop, c'est en février. Sauf que l'inflation de février, c'est publié en mars, donc j'ai pas envie de vous vendre du rêve pour ce chiffre de vendredi. Malgré tout, tout de même, certains algorithmes, notamment celui de la Fed de Cleveland, nous dit que sur celle de janvier, on pourrait dropper à 2,66, qui serait pas mal. Bon, n'ayons pas trop d'espoir hein, pour pas être déçus, soyons pessimistes, comme ça, bon, on pourra éventuellement avoir une bonne surprise. Et c'est donc ce chiffre est publié vendredi. Donc Nvidia, le PCE, plus toute l'actualité autour de la guerre commerciale.
va nous faire notre clôture hebdomadaire pour le cours du BTC. Le cours de l'euro-dollar, alors ça c'est important, le cours de l'euro-dollar, la victoire, alors la victoire de la CDU-CSU en Allemagne. Par contre, il va falloir plusieurs semaines pour créer une coalition, pour monter un nouveau gouvernement. Plus le gouvernement arrive rapidement, plus ce sera un facteur de soutien pour le taux de change de l'euro. Pour le taux de change de l'euro, c'est important parce que l'euro représente une grosse partie du calcul du DXY, plus de la moitié, et forcément si l'euro-dollar arrive à pousser plus haut, eh bien ça peut nous ramener le DXY, ça peut confirmer ce ce qu'est en train de faire le DXY, qui construit une figure de sommet, mais tant qu'il ne casse pas ça, il n'y a pas de signal de vente. Vous avez bien compris que pour avoir une stabilisation de BTC, il nous faut un drop du DXY. Donc ça fait partie des choses à suivre. Je relève quelque chose d'intéressant sur le cours de l'euro-dollar, qui tente aussi de construire une base, mais qui n'a pas encore dépassé la résistance nécessaire pour valider un bottom. C'est que du côté des traders institutionnels de hedge fund, il y a une nette remontée de la position nette, même si les positions short sont encore dominantes, et ils sont souvent en avance. Donc, est-ce que les traders de hedge fund sont en train de nous dire que l'euro-dollar aurait fait un bottom majeur et donc que le DXY aurait fait un top majeur? À suivre, mais ce sont des choses dont nous avons besoin pour stabiliser le marché. Bon, en très bref technique, les autres marchés, de toute façon, tout va être soumis à Bitcoin. Ici, au passage, c'est le Power Law qui est ici, qu'on est en train de briquer. Tout va dépendre de Bitcoin, quant à ce qui va terminer cette vague 4, car moi je reste convaincu que le sommet de la 3 soit ici, ou soit ici, que nous sommes en vague 4, et qu'il manque une 5 de 5, et que nous aurons cette année une 5 de 5. C'est mon scénario. Le marché attend de toute façon donc la réaction de BTC. J'enlève ici la ligne du Power Law. Pour ETH, RS, rien n'a changé. La grosse zone à tenir, c'est les 2500 $, la partie basse de ce gros range que je décompte aussi comme une vague 4. Le jeton sol qui a bien rejeté sous son record historique, mais qui revient ici dans une grosse zone, qui ajoute les enseignements du système Ishimoku. Ce bas de range, la SSB, ça va être une zone à surveiller, de près. Un mot rapide sur INJ. INJ qui est dans une structure corrective en 3 temps, après avoir fait ici une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, un cycle complet, une structure corrective en 3 temps. Si le marché nous fait un A égale C parfait, ça nous renvoie ici, extension de Fibo, cette grosse zone de liquidité, ce niveau des 9-10. Notez que dans l'immédiat, il est enfermé entre la résistance à 16,25 ici, et puis EMA 200 et SMA 200 en données hebdomadaires. Ça, c'est la zone intermédiaire. En clair, le marché repasse bullish en dépassement des 16,25, on casse EMA 200, SMA 200, on va chercher cette zone, et là c'est quand même une zone où le marché doit se stabiliser pour pas vraiment rentrer dans un vrai bear market. Ce sont les 3 zones de prix à surveiller, mais de toute façon, pour revenir sur Bitcoin, c'est ici donc sur Bitcoin, en données journalières, lorsque vous mettez le Bitcoin All-Time History Index. Il y a un problème avec TradingView parce que tout ça a été supprimé, ça reste. Donc effectivement, on a basculé sous le nuage depuis un certain temps. La lagging span traverse, ça c'est vraiment pas top. Et n'oubliez pas que la haute finance américaine se trouve sur le contrat futur. Et là, sur le contrat futur, on est en train de tester la SSB. Il n'y a pas de cassure de nuage. La lagging span est encore protégée. Et c'est là où se trouve la haute finance US. Donc ça va être à surveiller de près avec un test de la moyenne mobile à 100 jours. Donc voilà, c'est vraiment là où, en fait, où on se fixe pour les institutionnels. Et on avait une divergence baissière ici qui a été épurée, on vient à 50. Bon, voilà. Bon, de toute façon, nous en saurons davantage avec la clôture hebdomadaire pour le cours de l'euro-dollar. Je ne vais pas en dire davantage, pas m'avancer davantage, parce que je n'ai ni à ma disposition la forme finale de la bougie daily, ni la bougie weekly. Donc voilà, nous verrons déjà si le bas du range tient ce soir ou pas, et surtout s'il tient en fin de semaine. Merci les amis, bon courage à tous. Le cycle est long, franchement, gardez le cap. Le cycle est encore long. Nous rentrons dans cette phase de retour de peur, beaucoup plus proche de la fin de la construction de cette vague 4 que du début. Au revoir à tous.